Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Merci à tous mes collègues qui me fournissent des éléments qui nous permettent de faire ces vidéos, de vérifier les informations et puis d'apporter des précisions aux informations qu'on peut donner sur cette chaîne YouTube. Donc merci à tous les Michel, parce qu'ils sont nombreux. Merci à Bertrand, à François, à Denis, à Alain, Jean-Marie, Jean-Raoul et tous les autres pour le travail qu'on peut faire en commun pour rechercher les informations, les revérifier. On a chacun nos informations, mais on les recoupe pour être bien sûr. Bon, après, sur les chiffres, il peut y avoir des différences suivant qu'on prend les années, les statistiques qu'on prend, si c'est des statistiques 2019, 2020 ou 2021, mais on est dans la tendance. Donc, plusieurs réactions à l'actualité. Il y a plusieurs thèmes. Je vais en passer certains assez vite. Christophe qui m'envoie un article de la Manche. Alors, les éleveurs laitiers de la Manche face à la flambée de leurs coûts de production. Bon, il y a un article là de la Fédération départementale de la FDSEA de la Manche. Il fait une rencontre avec les jeunes. Alors, il s'inquiète, comme dans beaucoup de départements, parce qu'il y a 50% des éleveurs laitiers qui vont quitter dans 10 ans. Donc, il faut que l'on soit attractif pour les jeunes générations. Aujourd'hui, leurs revenus ne sont pas suffisants. Bon. Ils restent en deçà du salaire médian français. Alors, c'est étonnant que ces gens-là reconnaissent que le revenu est insuffisant, car d'un autre côté, la FNSEA dit qu'il y a seulement 20% des agriculteurs, notamment en lait, qui ont des difficultés, les autres réussissent bien, et lui, il dit qu'il y a un problème de revenu. Donc, il faudrait qu'ils mettent un peu de... qu'ils accordent leur violon. Donc, il met dans son article qu'on est passé de 0,34 à 0,36. Alors ça, c'est pas réel. Le prix à 38,32 était en deçà de ça. Et qu'aujourd'hui, on est à 42,43. Oui, on a pris autour de 10 centimes. Et il met que bon, va falloir trouver des solutions avec la loi Egalim. Alors, il parle des contraintes environnementales, il parle de l'opinion publique, il parle de l'élevage, et encore beaucoup trop perçu comme néfaste pour l'environnement. Non, le problème n'est pas là. Alors, moi, je rajouterais une couche, parce que vous essayez d'installer des jeunes à tout prix alors que vous n'avez pas fait votre travail sur les coûts de production. On vous a alerté depuis plus de 15 ans, c'est vous qui étiez aux commandes, le syndicat. Des industriels, faites bien attention, notamment je vois sur la page des producteurs de lait, des industriels disent que pour 2023, ils vont payer le lait 471. C'est faux. Cet industriel-là a perdu 25 millions de litres de lait en 2022. Ils ne vont pas payer 471, ils vont payer le lait 450 à 38,32. Après, ils rajoutent, ils mélangent tout. Ils rajoutent l'essence OGM, ils rajoutent... donc, soyez vigilants. Mais bon, pour en revenir au propos de la Manche, faut pas essayer de tourner autour du pot. Le problème, vous verrez à la fin de ma vidéo, c'est bien, comme je vous l'ai dit, le revenu. Deuxième thème, suicide des paysans morts de l'excès de normes. Je vous mets tout ça en lien. C'est un article qui a été passé par le Figaro. Du 3 octobre, un agriculteur a mis fin à ses jours après sa convocation par les services de l'Office français de la biodiversité de Beauvais. Selon Anne-Cécile Suzanne, ce geste désespéré est le symptôme de la pression que subissent les paysans de la part de l'opinion publique et de l'administration. Alors, oui, je le dénonce. Là, il a été suspecté d'avoir utilisé des désherbants. Il y a une pression terrible. Alors, la cause des problèmes agricoles, non, c'est pas l'excès de normes. Alors, l'excès de normes, on le dénonce. Mais vous savez... quand on n'a plus d'industrie et qu'on a de moins en moins d'agriculture ou plus d'agriculture, on développe ce que j'appelle du travail parasitaire. Alors le travail parasitaire, c'est le secteur tertiaire, c'est les services qui eux-mêmes créent des normes. Et les normes, ce qu'il faut savoir au niveau des normes, c'est que comme le modèle mondialisé capitaliste est à bout de souffle, il ne fonctionne plus, celui qui fonctionnait le moins mal, c'était le libre-échange, l'économie de marché, avec une dose de protectionnisme, avec une régulation. Et ça fonctionnait pendant les 30 Glorieuses, ça fonctionnait en gros jusqu'aux années 70, 75. Et après, on n'a pas voulu
mettre d'outils de régulation en place, ni de protectionnisme. Quand il n'y a pas de protectionnisme et d'outils de régulation, certains États cherchent à se protéger pour la compétition internationale via les monnaies, via la fluctuation des monnaies, et via les normes. Certains créent des normes, c'est même à l'excès, ils créent des normes parce qu'ils essayent de se protéger à travers ces normes en disant « Nous, on peut vous vendre des produits, ah oui, mais ils ne sont pas aux mêmes normes, donc comme on n'est pas aux mêmes normes, les normes servent d'argument pour essayer de vendre un produit plus cher ou voire moins cher. » Alors donc ces normes, elles retombent pas que sur les agriculteurs, elles retombent sur l'ensemble des activités du pays. Mais non, ce n'est pas les normes. Alors bien sûr qu'on dénonce tous les extraits de normes. Là, vous verrez dans l'article, quand un bovin en pleine pâture perd sa boucle à l'oreille, servant à son identification, son éleveur doit pouvoir rattraper le jour même pour la remplacer. Alors non, c'est pas le jour même. Si vous avez les boucles dans le bureau, bon, voilà. Donc, faut arrêter avec ça. Oui, il y a un excès de normes. Oui, c'est écrit dans l'article avec les vidéos et tout. Les gens de la ville dénoncent les agriculteurs et tout. Alors oui, bien sûr, il y en a. Ça a toujours existé. Rappelez-vous, pour ceux qui sont un peu plus âgés, dans les communes, il y a eu ce qu'on a appelé des POS, plans d'occupation des sols, après ça a pris différents termes, où on a éloigné les maisons des riverains de la ville, des gens qui avaient des exploitations agricoles parce que les nuisances, l'état d'ensilage y sentait, le fumier, etc. Ça dure depuis très longtemps, le conflit avec certains citadins. Mais de dire que c'est à cause de ça que le monde agricole disparaît, non, c'est pas à cause de ça. Je vais vous le résumer parce que j'ai du nouveau là. En fin de vidéo, je vais vous donner la raison principale pourquoi il n'y a plus d'agriculteurs. Alors, sachant que les gens de la ville, les gens qui dénoncent ceux qui utilisent des désherbants et tout, ça c'est réel. Mais la première dénonciation, elle vient des paysans entre eux. C'est pas le coiffeur du village qui dénonce les paysans. C'est les paysans entre eux. Pour se piquer des terres, quand certains arrivent à la retraite, les problèmes, ils sont agricolo-agricoles. Et certains retraités agricoles aussi, pas tous évidemment, mais certains qui sont à la retraite. C'est ceux-là qui nous causent le plus de problèmes dans les dossiers agricoles qu'on défend dans toute la France. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, le prof du village, même s'il y en a, on est d'accord. Des enseignants et tout ça, le bruit des cornadis, ça, on connaît. Mais le plus souvent, ce sont des gens de la profession qui emmerdent les paysans. C'est des paysans à la retraite ou des paysans jaloux, par bêtise, qui veulent piquer des terres, et on est très bien placé pour en parler, parce qu'on a des dossiers actuellement, notamment en Pays de la Loire et en Normandie, et ce sont des paysans qui font souffrir les autres paysans. Donc ne détournons pas le débat, des normes, le problème des normes, attention. Ensuite, troisième information, merci à ceux qui se sont déplacés au CIMA à Paris. Alors, pour dire que la crise agricole, elle est bien économique, ceux qui ont été au CIMA, il n'y avait que 3 halls, qui n'étaient pas pleins. Bon, il y avait des rambardes pour cacher un peu la misère, des séparations. Ce n'était plus le salon qu'on a connu il y a quelques années, le salon matériel, avec des absences de marques, de constructeurs. Manitou, JCB, Lucas, Rabot, Alpego, Kneverland, Ropa France, Perrard n'étaient pas présents. Ce qui veut bien dire que l'activité agricole, la ferme France, est en train de s'enliser pour une question de ratio économique. Les paysans, on sait dans l'état qu'ils sont, mais maintenant ça va toucher les gens qui travaillent autour des paysans. Ça commence déjà à les toucher, les entrepreneurs agricoles et tout ça. Donc non, le matériel, c'est plus le salon qu'on a vu il y a quelque temps, parce que automatiquement l'ambiance n'est plus là, le moral n'est plus là, économiquement ça ne tourne pas comme ça devrait nous tourner. Les parcs matériels ne sont pas renouvelés, à part dans certaines activités. Je pense notamment un peu dans le secteur viticole, où il y a un renouvellement de tracteurs assez conséquent. Mais globalement,
c'est l'enlisement de ce modèle économique. Autre thème, maintenant, Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Le Maire est intervenu, notre cher ministre de l'économie, est intervenu en disant qu'il a parlé de l'inflation, parce que les gens commencent beaucoup à crier au secours sur les denrées en faisant les courses avec le caddie, et il a dit que l'inflation, personne n'avait profité de l'inflation, ni les paysans, ni l'agroalimentaire, ni les industriels, ni la grande distribution. Alors, les agriculteurs, c'est sûr qu'ils n'ont pas profité de l'inflation. Vous allez voir à la fin de ma vidéo, moi j'ai la preuve qu'ils n'en ont pas profité. Les autres, j'en dirai pas autant. Alors, Monsieur Le Maire, en tant que ministre de l'économie, pardon, il aurait quand même dû préciser que l'inflation, elle est liée à 3 causes. Il y a 3 dimensions de l'inflation qui sont liées en partie à la période Covid, pendant le Covid et après Covid. Donc la productivité déjà, elle a baissé. Avant Covid, on a une productivité, nous la France, on n'est pas les seuls, hein. Tous les pays dits fortement industrialisés, on a une baisse de productivité d'avant 2019, avant la période Covid. Donc moins de productivité, ça joue sur l'inflation. Deuxième cause, la demande a récupéré plus vite après le Covid que la production. C'est-à-dire que la demande, elle est repartie, mais la production, elle a mis plus de temps à repartir. Donc ça, c'est la deuxième cause. Il y a un déséquilibre. Ça revient, parce qu'au Japon et en Chine, c'est commencé à revenir normal. Il y avait des pénuries dans les magasins, et ça va reprendre tout doucement l'équilibre, probablement dans les 6 mois. Donc, décalage entre la demande et la production. Ensuite, la troisième raison liée à l'inflation, c'est les raisons monétaires. Pour des raisons structurelles, l'ensemble des gouvernants ont de nouveaux investissements à faire concernant la transition énergétique. Donc, il est prévu, ça c'est les économistes qui le disent, hein, c'est pas moi, il est prévu 2 à 3% d'inflation sur les 10 années à venir, à peu près une inflation de 2,5 à 3%, c'est-à-dire en gros un point de plus que ce qu'on avait avant. Donc voilà les 3 raisons de l'inflation. Un déséquilibre entre la demande et la productivité qui a baissé, et puis le fait que la transition énergétique qui est lancée par les gouvernants va pomper pas mal d'investissements et va créer de facto de l'inflation. Ensuite, puisque M. Bruno Le Maire a parlé, s'est intéressé à l'inflation, je reste sur le thème agricole qui concerne M. Bruno Le Maire pour l'agriculture, lui ancien ministre de l'Agriculture, qui a donné, je vous rappelle, nos références laitières à la transformation. Autre réaction qui m'a été envoyée par un collègue, M. Bruno Le Maire, ça serait intéressant qu'il s'exprime sur ce sujet. Comment McKinsey, le cabinet McKinsey, compte influencer l'évolution de l'agriculture? Le cabinet de consultants McKinsey a mis en place un simulateur d'agriculture régénératrice hébergé sur le campus Hectare créé par Xavier Niel et Audrey Bourrouleau. Alors Audrey Bourrouleau, c'est l'ancienne conseillère agricole spéciale d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat, au début de son premier mandat, et M. Xavier Niel, c'est lui qui est en partenariat avec notre FNSEA à travers le groupe InVivo sur les chaînes de magasins Grand Frais. Donc vous voyez que la boucle est bouclée et que tout se tient. Alors en quoi consiste le partenariat entre McKinsey et Hectare? Je ne vais pas tout vous lire, je vous mets le lien. Modélisation numérique des options de transition, levier, impact, coût de production. Alors, il met que ça n'aura aucun impact sur le revenu des paysans. Alors, je ne pense pas qu'il faut que c'est d'impact parce que les paysans, vu au niveau qu'ils sont, si ça a un impact. Alors, parmi les consultants du cabinet McKinsey, vous lirez, vous verrez, il y a nos coopératives, il y a nos bras de l'agroalimentaire. Nous avons déjà accueilli au sein de cet outil innovant plus de 500 personnes. Donc, c'est ceux qui vous achètent votre produit et qui vous font vos factures qui vont être en lien avec le cabinet McKinsey, M. Xavier Niel,
avec InVivo. InVivo, dont je vous rappelle, le président est Philippe Mangin, l'ancien président du Centre national des jeunes agriculteurs, bureau FNSEA. Donc la boucle est bouclée. Vous voyez qu'ils pensent beaucoup à nous, toujours pour nous emmener vers une agriculture très industrialisée, mais sans réel revenu et sans tenir compte des gens qui travaillent sur le terrain. Alors, après ces diverses informations que j'ai pu vous fournir, à travers l'article de La Manche, à travers ce qui s'est passé au CIMA, à travers l'article du Figaro où on nous dit que c'est l'excès de normes qui pose problème dans le monde agricole, et ben moi je vais terminer par la note de conjoncture, puisque notre mutualité, alors je travaille en lien sur les statistiques avec la mutualité sociale agricole, qui sont des chiffres officiels, et l'INSEE. Donc la mutualité sociale agricole vient, justement il y a quelques jours, de sortir des nouveaux chiffres au 1er janvier 2021, donc c'est sur les résultats des agriculteurs, les déclarations faites par les agriculteurs en 2020. Je n'ai pas plus récent, je ne vais pas vous donner mieux. Et ça résume tout ce que je vous ai dit avant. Voilà. Où on vous parle de normes, on vous parle, vous savez être habitué, vous entendez parler actuellement des écolos, les bassines, hein, et de tout ce qu'on veut bien vous vendre comme information. Alors un mot quand même sur les écolos, avant de terminer ma vidéo, et les bassines. Les écolos, une partie des écologistes, attention, je ne veux pas mettre tout le monde dans la même catégorie, une partie des écologistes devrait se poser certaines questions. Les bassines, c'est sûrement une aberration, pomper l'eau 2 fois pour irriguer des cultures qui ne vont pas être rentables. S'il y a une rentabilité, oui, sans rentabilité, non, je l'ai déjà dit. Hein, faire des bassines pompées 2 fois pour exporter, ça ne rapportera pas aux paysans. Vous allez faire tourner toutes les boutiques, les gars. Tout le tissu autour de nous va vivre, sauf le paysan. Mais alors, les écologistes, si on veut être très très honnête, ils sont aussi un peu responsables des bassines. Normalement, l'eau, comme tout le monde le sait, elle passe pas sur les buttes. Elle passe dans les bassins versants. Et en 92, Dominique Voynet, avec sa loi, a empêché de stocker l'eau sur les bassins versants, qui pour moi était la meilleure des solutions. Il y avait un fossé de contournement, l'eau de ruissellement, l'hiver, était stockée dans ce qu'on peut appeler des bassines, hein, mais c'était des réserves collinaires, hein, à côté du ruisseau. Donc ça se faisait tout naturellement, il n'y avait pas besoin de pomper dans la nappe, et les agriculteurs irriguaient l'été. Bon, ça n'empêche pas le débat, stocker l'eau pour faire quoi? Si c'est pour pas gagner d'argent, il ne faut pas la stocker, ça on est d'accord. Mais ça avait au moins le mérite de stocker l'eau sur des bassins versants, sans pomper dans la nappe, sans dépenser d'électricité, sans rien. Simplement, les ouvrages, c'est vrai, il était dans les vallées. Et les écologistes s'y sont opposés en 92, d'où la loi Dominique Voynet. Donc, écologistes, attention, vous voulez un autre modèle agricole, faudra un autre modèle agricole, parce que ce modèle actuel-là nous permet pas de vivre, ça on est d'accord, vous avez raison de critiquer le modèle agricole, mais attention de ne pas proposer des aberrations. Parce que là, vous vous êtes opposé au stockage d'eau sur les bassins versants, d'où maintenant les bassines sur les buttes. Comme on ne peut plus les faire sur les bassins versants, eh bien les gens, voilà, ils cherchent, certains cherchent toujours à produire plus ou à sauver leur récolte, parce que là-dedans, il y a plusieurs types d'agriculture. Hein, il y a des agriculteurs pour qui c'est justifié, l'irrigation, voilà, s'il y a une réelle marge derrière. Et il y en a d'autres, bon, bah, c'est toujours la fuite en avant pour aller exporter. Mais en tout cas, le problème des bassines sur les buttes n'aurait pas existé, sauf dans certains départements où le terrain ne s'y prête pas, évidemment. Donc les résultats économiques, j'en viens à la fin de ma vidéo. Les revenus déclarés par les paysans, la dernière déclaration connue sur l'année 2020 au 1er janvier 2021, le revenu déclaré sur la ferme France, hein, l'ensemble des paysans, 7 807 €, soit 651 € oui, mensuels. Vous m'avez bien entendu. Le revenu moyen des paysans en 2020, tout compris, hein, avec la viticulture tout compris. Il a été déclaré à la MSA 7 807. Donc l'assiette moyenne est toujours supérieure à l'assiette médiane, qui représente 50% des paysans. On peut donc en déduire que l'assiette moyenne représente au moins 60% des exploitants. Cela
cela vérifie bien ce que j'avais déjà dit, une fois de plus. 75% des paysans sont au SMIC ou en dessous du SMIC. Voilà la réalité. Donc je rappelle quand même qu'avec ce nouveau chiffre de 7807, ça veut donc dire que le revenu des paysans, tout confondu, Ferme France, il est de 3 milliards sur l'année 2020, sur 74-75 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la Ferme France, il nous reste que 3 milliards. Vous voyez déjà la proportion. Vous voyez le nombre de gens qu'on fait vivre, on fait un chiffre d'affaires de 74-75 milliards, il y a des années c'est 72. Dernièrement ils ont parlé de 75, on ne va pas se battre. 74-75 milliards, il reste 3 milliards aux paysans. 650 € mensuels en moyenne. L'agroalimentaire derrière qui transforme fait 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si on prend l'agroalimentaire au niveau européen avec le commerce de gros, et les boissons, ils font de l'agroalimentaire français, au niveau européen, avec le commerce de gros, ils font 370 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'Allemagne fait 481 et l'Italie fait 276. Donc, regardez le ratio, sachant que eux, sur l'agroalimentaire, j'ai vu dernièrement, ça a été confirmé, ils font autour de 46% de marge. Bon, brut. Vous faites 46% de 220 milliards et vous faites 46% de 370 milliards. Vous allez voir les chiffres que vous allez trouver. Et là, 650 € de revenus mensuels, allez voir le revenu moyen chez Unigrain, dans vos coopératives, chez Invivo, chez le groupe Avril, chez Terrena, chez Maïs Adour. Allez voir, vous les avez sur Internet. Allez voir chez Sodial, les salariés de Sodial. Demandez à Sodial aujourd'hui qui ne paye pas le lait si le revenu moyen des salariés de Sodial, en incorporant les cadres dirigeants, s'il est de 650 €. Allez voir. Et après, vous verrez si le plus important, les gars, c'est l'excès de normes ou c'est ces 650 €. Alors bien sûr, c'est les deux. Parce que l'excès de normes, tout le monde en a marre. Ça, on est d'accord. Mais là, l'excès de normes, il existe chez les mécanos, il existe chez les maçons, partout. Je vous le précise quand même. Mais là, les 650 €, là, ça, c'est du réel. C'est ce que vous avez déclaré, vous les gars, les paysans. Moi, comme tout le monde, c'est ce que vous avez déclaré à la MSA en 2020. 7807. Voilà, je termine là-dessus. Bonne réflexion. Merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails et des informations. Et à bientôt.